Motte. Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et c'est ce qui s'appelle être bien installé pour ce Sud Radio Midi qui jusqu'à 13h pose ses valises. Sa petite mallette ici à la Grande Motte, cette très belle cité balnéaire de l'Hérault. Au début ou au bout en tous les cas de la petite Camargue, on va s'intéresser à cet été que les Français vont vivre au bord de la mer, au bord de la Grande Bleue. Alors c'est une émission qu'on va consacrer évidemment à tout l'univers maritime, à la préservation de la mer, aux activités de plage également. On va s'intéresser aussi à la vie nocturne ici à la Grande Motte, parce que ça fait partie aussi du style de vie pendant l'été. Tous nos invités sont là aujourd'hui. La Grande Motte, pourquoi? Parce que on s'est dit tout à l'heure quand on a préparé cette émission, finalement les Français avaient envie de soleil, d'évasion, de plage, de mer. Comment avec cette période de post-Covid, on s'organise dans ces stations balnéaires pour faire vivre toute une économie. C'est un poumon touristique important. Et comment on se prépare pour cet été si particulier? On va y revenir avec tous nos invités. Jusqu'à 13h, on est installé à la terrasse du restaurant le 140 à l'hôtel Mercure. On est au bord du port. Les bateaux sont juste derrière nous. Vraiment, on est très bien installé. Il fait beau et il fait chaud. Et oui, c'est ici qu'il faut être aujourd'hui. Et c'est sur Sud Radio jusqu'à 13h. Sud Radio Midi, témoin d'actu. Alors on va retrouver nos témoins d'actualité, mais je voudrais déjà remercier ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Thierry Bouvarel, bonjour. 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 Vous êtes l'adjoint au maire de la Grande Motte, chargé des affaires économiques et touristiques. Tout va bien ? Oui, tout va bien. La saison démarre. Vous avez mauvaise mine, je dirais. J'ai mauvaise mine. Oui, le soleil grand motois nous a tous un peu irradiés, donc c'est vrai qu'on en a profité. C'est vrai que c'est une période un peu compliquée, pour l'ensemble des habitants du monde, mais c'est vrai que pour la Grande Motte particulièrement, parce que c'est une ville qui vit du tourisme, elle vit de l'accueil de l'autre. Et c'est vrai que dans cette période justement où on ne pouvait pas accueillir ces gens-là, toute l'identité de la Grande Motte était remise en cause. Alors là, on est content de voir des gens souriants, des gens qui ont envie d'espace. Et c'est vrai que la Grande Motte offre aussi ces espaces. Je n'ai eu que des sourires en arrivant, donc je confirme absolument. Le sourire est à l'arrivée de votre voyage, de votre périple si vous venez du côté de la Grande Motte. Et on parlera de ces grandes sables, ces grandes plages de la Grande Motte. C'est très particulier sur le littoral méditerranéen. On y reviendra et on parlera aussi de la protection, puisque hier Emmanuel Macron a évoqué donc la nécessité de porter à partir du 1er août ces masques dans tous les lieux publics fermés. On y reviendra pour voir comment vous allez mettre ça en place. Mais hier aussi, pendant l'allocution du chef de l'État, avec cet après-midi le discours de politique générale du Premier ministre Jean Castex, il a été question de plan de relance et notamment d'un sujet qui nous tient à cœur à Sud Radio, c'est celui de la préservation des trains du quotidien, ou en tous les cas des petites lignes. Et Emmanuel Macron a assuré qu'il allait lancer un grand plan pour le fret, pour les trains de nuit et les petites lignes du quotidien. On est en ligne avec Bruno Gazeau. Bonjour Bruno Gazeau. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport, la FNOT. Vous attendiez à ce plan-là, en tous les cas cette ligne-là dans le plan de relance de la part d'Emmanuel Macron hier? Écoutez, on le réclamait, mais on n'était pas sûr d'avoir quelque chose, parce que depuis pratiquement 2 mois, on parlait beaucoup de plans pour la voiture, de plans pour l'avion, de plans pour des tas de choses, mais aucun plan pour les mobilités ferroviaires ou pour les mobilités urbaines. Donc on était un peu inquiets, on s'est beaucoup agité, on a écrit au président de la République, donc on est quand même satisfait de voir que au moins les mots sont prononcés, le mot ferroviaire est prononcé, le mot petite ligne est prononcé, le mot train de nuit est prononcé. On ne sait pas encore ce qu'il y a derrière. Peut-être on le saura cet après-midi avec le Premier ministre, mais enfin on est content de voir que le discours change un petit peu et que ce mode de déplacement-là, ferroviaire, qui concerne beaucoup de gens, n'est pas oublié. Alors, il faut quand même une explication de texte avec vous sur comment on relance toutes ces petites lignes, parce que tout ça a été découpé, puisque certaines responsabilités incombent aux régions. Le fret, aujourd'hui, a été détaché de la SNCF. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui pour relancer un vaste plan pour le train ? Alors, si vous voulez, sur le plan juridique, la loi sur les mobilités a prévu 2 choses. Elle a prévu d'abord une étude sur les étoiles ferroviaires, qui sont en fait des RER métropolitains, et dont on a pas mal parlé pendant les élections municipales, puisque beaucoup de grandes villes ont ce problème de petites lignes traversantes. Enfin, on dit petites lignes, mais en fait, c'est des lignes très, très denses et qui seraient très fréquentées. Et puis, donc ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, la LOM avait prévu une étude sur les trains de nuit, dont le rapport doit être rendu fin
fin juillet. Je pense que c'est reporté après les vacances. Donc là aussi, on en saura un petit peu plus sur les trains de nuit après les vacances. Il ne faut pas se cacher, beaucoup de difficultés à dépasser, en particulier de financement, mais aussi de responsabilité. Ce sera la charge de qui? Des régions, de l'État. Voilà, donc il y a les problèmes de régénération du réseau, il y a beaucoup de travaux la nuit qui empêchent les trains de nuit de circuler. Donc il y a beaucoup de difficultés à régler. Mais enfin, si on commence à en parler, on va peut-être commencer à résoudre les problèmes. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que on va dire la crise du coronavirus a changé pour les mobilités? À ce stade, elle a renvoyé beaucoup de gens vers la voiture et vers la mobilité individuelle. Donc, si vous voulez, ça, c'est gravissime pour le transport public, qui, jusqu'à présent, résolvait beaucoup de problèmes en termes de pollution, en termes de congestion, mais c'est vu aujourd'hui gratifié d'un grave défaut qui est il n'assure pas la sécurité individuelle vis-à-vis des gestes barrières et du coronavirus. Ce qui est assez faux, puisqu'on n'a pas constaté qu'il y ait de clusters à partir des trains. Donc, les gens commencent à revenir. On est revenu à peu près à 60%, 70% de la fréquentation. Ça remonte doucement. Je pense qu'en septembre, on devrait rejoindre des niveaux encore plus importants. Mais il y a là une reconquête indispensable de la part des collectivités et de la part de l'État pour relancer la SNCF, bien sûr, pour relancer le ferroviaire. Peut-être que l'ouverture à la concurrence qui est prévue va y aider, puisqu'elle garantira une amélioration de la qualité de service et elle offrira une offre plus diversifiée. Donc on espère dans toutes ces évolutions pour ramener les gens vers le train. Allez, prenons le train. Merci beaucoup Bruno Gazeau. Et on écoutera évidemment Jean Castex, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, s'il donne plus de précisions sur ce plan de relance qui concerne les mobilités, la mobilité si je puis dire. Dans un instant, on va revenir à une mobilité qui est beaucoup plus simple. C'est celle de prendre son sac de plage, parce qu'on est à la Grande Motte jusqu'à 13h pour Sud Radio Midi. Vous pouvez nous voir également sur la chaîne YouTube de Sud Radio avec tous nos invités qui sont là et qui vous attendent. Vous nous appelez également 0826 300 300. On s'arrête un petit instant et on va parler aussi des poissons gloutons. Il y en a ici, mais vous verrez pourquoi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La fibre de SFR. En direct de la Grande Motte. Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Et oui, venez nous rejoindre ici sur la terrasse du restaurant le 140. C'est, on va dire, sur le quai Charles de Gaulle. Il y a les bateaux qui sont juste derrière. On est ensemble jusqu'à 13h pour ce Sud Radio Midi. On va s'intéresser à cette cité balnéaire. Alors, elle a une très belle histoire aussi. C'est important d'aller au-delà des apparences du simple sable, de la plage. Il y a beaucoup de choses à dire également. Et à commencer par cette Méditerranée qui, on va dire, fait vivre toute une économie. Et c'est le thème de notre invité qui est avec nous, Christophe Morgot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président délégué à l'environnement au département de l'Hérault. Alors, on parle de la Grande Bleue, de cette mer, alors que l'on dit la plus polluée au monde, mais il y a tellement d'actions qui sont menées et une sensibilisation au quotidien pour essayer de faire comprendre les bons gestes pour la préserver un minimum. Il y a des poissons gloutons qui font leur apparition sur les plages de l'Hérault. Ce sont des poissons qui ont quel objectif, Christophe Morgot ? Alors, on avait démarré cette opération en 2019. C'était 4 poissons gloutons qui avaient été installés. Donc, à la Grande Motte, ça avait été le premier qui avait été inauguré début juillet 2019. Et ensuite, donc, c'était Frontignan, Agde et Vendre. Et cette année, donc, on a renouvelé l'opération. Mais c'est une trentaine de poissons gloutons qui sont installés sur la façade maritime, sur les stations balnéaires, mais également dans l'arrière-pays, à proximité des cours d'eau et des lacs. Et qui permettent donc de récupérer. Qui permettent, bien sûr, l'objectif c'est de récolter, de récupérer des bouteilles plastiques essentiellement, des bouteilles d'1 litre, demi, d'1 litre et des canettes, afin de sensibiliser un peu les nombreux touristes qui viennent dans notre département en période estivale. L'année dernière. Combien de mètres cubes l'an dernier? La référence, alors l'année dernière c'était 115 mètres cubes et cette année donc il y a 7 fois plus de poissons gloutons. L'objectif c'est entre 800 et 1000 mètres cubes de matière plastique, de bouteilles plastiques qu'on va essayer de collecter. Alors, de collecter beaucoup, alors en mètres cubes, en volume, c'est bien. J'imagine que c'est une bonne chose, mais ça veut dire aussi, à contrario, c'est qu'il y a encore du travail pour éviter qu'il y ait ces déchets qui restent sur les plages et qui terminent de toute façon dans l'eau. Voilà, de ce qui s'est sensibilisé, bien sûr. Il y a la tournée d'été
avec des gestes, sensibiliser toujours ces touristes, mais également les populations de nos territoires qui fréquentent les plages, les sensibiliser sur les bons gestes, mais surtout la dangerosité de ces matières plastiques. Alors on est inquiet, il faut attendre 2025 pour ne plus avoir de matières plastiques. Le problème, c'est qu'il y en a actuellement, donc il y a des études qui montrent qu'il y a de nombreux... On trouve ces matières plastiques, ces macro et ces nanoparticules plastiques dans l'eau, mais également dans l'air. Il y a des scientifiques qui ont posé des capteurs sur un massif pyrénéen, c'était en 2018, et dans la neige fraîche, on a retrouvé ces nanoparticules plastiques, qu'on retrouve évidemment dans la chaîne alimentaire. Et il y a une corrélation qui est faite entre certains cancers et ces nanoparticules plastiques, qui sont très présents autour de nous. On va faire de la pédagogie, hein. C'est tout simple, on vient à la plage avec les enfants, on amène le goûter qui est dans un emballage semi-plastique, on ne sait pas trop, il y a du vent, ça s'envole, on arrive à un endroit, il y a un morceau de plastique qui traîne. Le geste citoyen, c'est on met tout ça dans le sac, on le ramène à la maison, hein. Mais bien sûr, il y a le tri sélectif également, sachant que 70% des déchets qu'on trouve dans la nature, ce sont des matières plastiques. Donc les gestes simples, c'est de ramasser, c'est très léger. En plus, on peut recycler, on peut le mettre dans les poubelles adaptées. En sachant, et c'est ce que vous disiez, vous aviez mis donc ces poissons gloutons aussi dans l'arrière-pays, parce que tout ce qui est rejeté, et on le voit avec les inondations, tout ce qui est jeté dans l'arrière-pays finit de toute façon dans la Méditerranée. Méditerranée, donc le matière plastique, c'est très léger. Dès qu'il y a de fortes précipitations, ça rejoint les points les plus bas, c'est-à-dire ruisseaux, cours d'eau, lacs, étangs et Méditerranée. Sachant que ce plastique, alors il y a de fausses informations même sur les bouteilles, il y a marqué recycler, le plastique ne se recycle pas, il se décycle. Le plastique, c'est une durée de vie très limitée. Et il termine sa vie dans la nature ou à l'incinérateur. Mais très peu sont collectés pour être incinérés. Voilà, donc ces poissons gloutons qui sont installés, c'est des grosses structures métalliques qui ressemblent évidemment à des poissons, dans lesquelles on peut mettre ces déchets qui sont installés donc sur le département de l'Hérault, en priorité les plages, mais aussi, on l'a compris, merci beaucoup Christophe Morgot, dans l'arrière-pays pour installer des gestes citoyens, et en période de crise sanitaire, c'est ô combien important. On va continuer de parler des effets, et on va déborder aussi tout à l'heure après avec nos invités. On va parler de l'impact, et c'est un vrai sujet. Quand on dit plage, on est avec Maxime Dagneau, qui est le responsable de la communication de la Dune Club. C'est une institution ici, en termes de fête. En termes de fête, c'est une institution. Ouais. Ça fait quelques années. C'est un gros club. C'est un gros club. Donc, l'année dernière, combien de personnes soirée? Ça dépend des soirs, on peut aller jusqu'à 2000 personnes. D'accord, à ciel ouvert? L'année dernière, une partie à ciel ouvert. Cette année, une très grande partie à ciel ouvert. Là, pour vous, cette année, vous êtes confronté à un défi immense. C'est de continuer à proposer un moment festif en disant à vos clients, protégez-vous. C'est ça. Comment vous faites? Comment on fait? Déjà, on a fermé pendant les 3 premiers mois où on ouvre d'habitude. On ouvre en avril d'habitude. Là, on n'a pu ouvrir qu'à partir du week-end dernier. Et on n'ouvre plus en discothèque. On ouvre en bar musical avec des horaires différents et une capacité d'accueil complètement différente. On a dû diviser la capacité d'accueil par 3 pour pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Donc ça fait aujourd'hui, vous êtes à 500 personnes, c'est ça? À peu près, c'est ça. Place assise. C'est ça. Est-ce que vos clients comprennent? Parce que là, on entend cette petite musique aujourd'hui, on voit des images, on voit sur les réseaux sociaux. Les moments festifs sont compliqués pour les gestes barrières, enfin respectés. C'est compliqué, après ils le comprennent parce qu'ils le voient, ils comprennent que si on passe pas par le masque obligatoire jusqu'à la table, si on passe pas par le lavage de mains, aujourd'hui on ne pourra pas les accueillir, on ne pourra pas les accueillir longtemps. Donc ils le comprennent, on fait au maximum de la pédagogie, on les oblige on distribue des masques à l'entrée jusqu'aux tables. Pour tous les déplacements, on les oblige à mettre des masques. Maintenant, on fait le maximum pour que tous les gestes soient respectés. Vous me disiez, vous leur demandez aussi de télécharger l'appli Stop Covid. C'est ça, on a fait toute une campagne de communication dessus. À l'entrée de l'établissement, on a placardé la téléchargement de l'application Stop Covid. Et on leur demande de jouer le jeu. Voilà, le but, c'est pas d'être un cluster. L'objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse profiter un petit peu de fête, tout en respectant les gestes. Et ça s'entend? Ils l'entendent? Ils sont OK avec ça?
Ils sont ok, ils le comprennent aujourd'hui, ils savent que pour qu'on puisse perdurer, passer un été tous ensemble en ayant un minimum de moments festifs, il faut que tout le monde respecte ces règles-là. Si demain plus personne ne les respecte au sein de l'établissement, on sera les premiers à réprimer. On pourra plus ouvrir dans ces conditions-là. Allez, vous restez avec nous, on continue, on est ici à la Grande Motte, on est sur le port et vous n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le voulez, mais en tous les cas on va continuer de parler de la vie de cette très belle cité balnéaire au bord de la Méditerranée dans l'Hérault. On va marquer une courte pause, ensuite il y aura Lionel Maillet du côté de Marseille, on va voir un petit peu ce qui se passe sur l'autre côté, et également vous au 0826 300 300, c'est Sud Radio Midi jusqu'à 13h. En direct de la Grande Motte, Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et on continue de dérouler cette actualité dans le sud de la France notamment. C'est à la Grande Motte que ça se passe aujourd'hui pour ce Sud Radio Midi, cette route que l'on va longer pendant 3 jours. Tiens, la Méditerranée, on la quittera pas ni demain ni après-demain, mais on verra d'autres territoires. Là, cette fois, on va aller du côté est de la Méditerranée. On rejoint Lionel Maillet à Marseille. Bonjour Lionel. Bonjour la Grande Motte, bien le bonjour de Marseille. On va vous envoyer une bouteille et puis avec les courants, vous la récupérez. Faut pas qu'elle bouge le port de Marseille. Okay, j'ai cru autre chose, Christine. Ok, d'accord. Dites-moi, Lionel, plus sérieusement, il y a quelques jours, et grande émotion du côté de Bayonne avec l'agression de ce chauffeur de bus. Et il y a un fait divers du côté de Marseille qui rappelle étrangement ce qui s'est passé. Heureusement, ça s'est pas aussi mal terminé tragiquement, mais il y a quand même des signaux intéressants à décortiquer avec vous sur le comportement des usagers dans les transports en commun. Ouais, ça s'est passé lundi soir à Martigues, au dépôt de bus des transports Robert. Vers 21h, un chauffeur de 59 ans qui vient de finir sa journée se fait attaquer par 4 individus. Agression très violente, rouée de coups au visage et dans le ventre. Ça va durer quand même 5 bonnes minutes et se finir au sol à coups de pied avant que notre chauffeur intervienne et les fasse fuir. Alors il s'agirait en fait d'une vengeance. L'un des agresseurs aurait dit à la victime « Ça c'est pour ma sœur ». Allusion à ce qui s'est passé quelques heures plus tôt dans la journée. Ce chauffeur avait refusé qu'une jeune femme monte dans son bus parce qu'elle ne portait pas de masque. Il aurait donc payé très cher ce refus, 15 jours d'ITT, le visage tuméfié, 6 points de suture à la bouche, des blessures aux côtes. Ce chauffeur a porté plainte aujourd'hui. Ses collègues ont exercé leur droit de retrait et a priori il y aura dès demain plus de contrôles à l'intérieur des bus à Martigues, avec notamment une présence policière. Puis les agresseurs, eux, sont toujours recherchés et le comble, si l'on peut dire, Christine, c'est qu'ils portaient tous un masque pendant l'agression. Donc on rappelle l'obligation de porter un masque dans les transports en commun, bus, métro, tram, Lionel. Exactement, c'est obligatoire dans les transports en commun et c'est 135 € d'amende. Mais voilà, et certains chauffeurs me disaient, vous savez, la plupart des gens honnêtement respectent à l'intérieur des transports en commun du côté de Martigues. Ça se passe à peu près bien à Marseille également. Mais parfois, quand le ton monte, on préfère esquiver et dire, écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous montez comme ça parce qu'on n'a pas envie d'en venir aux mains et à des situations périlleuse, tout ça à cause d'une histoire de masque. Merci Lionel, on vous retrouve tout à l'heure dans les vraies voix avec Philippe Rossi, toute l'actualité aussi qui se passe dans la région sud, ex-région PACA. Lionel, on vous retrouve également demain dans ce Sud Radio Midi. Alors on le voit, cette question du port du masque, alors je vais revenir avec vous tous, et notamment ceux qui accueillent du public. Maxime Dagneau, donc vous êtes le responsable ici à la Grande Motte de la communication de cette très grande boîte de nuit d'une club. Si demain on demande à tout le monde d'avoir le masque, ce qui a priori va être le cas à partir du 1er août, vous pensez que ça va être jouable, possible, accepté? Alors la question du masque, si je m'abuse, c'était en intérieur. Oui. Nous, on est sur une partie extérieure sur le club. Maintenant, même en ayant une partie extérieure, on l'impose aujourd'hui dès l'entrée. Jusqu'à la table. On l'autorise de l'enlever quand ils sont assis, qu'ils sont autour de leur table, et on leur impose de le remettre pour tous les déplacements au sein de l'établissement. Et j'ai envie de vous demander, à ce moment-là, ça réagit bien, ça râle un peu, ça dit qu'est-ce que... Ça râle un peu, il fait chaud, ça gratte, mais ils le comprennent et ils sont aussi là pour pouvoir respecter les règles. Ça me fait penser au fameux gilet jaune de Karl Lagerfeld, c'est moche, c'est jaune, ça ne va avec rien, mais ça sauve des vies, c'est un peu ce qu'on peut leur dire. Thierry Bouvarel, je rappelle
rappelle, vous êtes adjoint au maire ici à la Grande Motte, chargé des affaires économiques et du tourisme. 1er août, il va falloir imposer le port du masque dans tous les lieux clos. Il y a déjà des mesures qui ont été prises en amont. Je sais que dans les cités balnéaires, les élus font déjà très attention à tout ça. Oui, vous ne pouvez pas vous rater, quoi. Non, on essaye de montrer l'exemple. Et puis c'est vrai que là, ces derniers jours, on a senti que les gens reprenaient conscience de l'importance du masque. Et je pense notamment au commerce, aux éléments commerciaux, les grandes surfaces. Désormais, à la Grande Motte, demandent tous l'application du masque dès l'entrée. Et c'est un retour à une prise de conscience, et donc ça, je pense que c'est... Après, c'est vrai que les restaurateurs demandent aussi à leur personnel de le garder. Donc ça, c'est important, et puis on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus exigeants et demandent à ce que les serveurs les aient. Alors après, on a la chance à la Grande Motte d'avoir des terrasses, et c'est vrai que c'est un mode de vie agréable qui permet peut-être, une fois qu'on est assis comme à la dune, de pouvoir dispenser du masque. Alors, on était venu vous voir, et on va laisser, pendant que vous nous expliquez tout ça, on va laisser Maxime prendre place. On va parler de la protection des tortues avec lui, donc on fait un petit changement de plateau en même temps. Mais on était venu à la Grande Motte avec Sud Radio pour parler de cette première que vous aviez lancée en France. C'était au moment du déconfinement, cette plage statique, dynamique, avec tout un système de circulation qui avait été mis en place. La réouverture des plages, tout ça, ça a été facile à mettre Alors c'est vrai que cette expérience unique a beaucoup marqué, et je pense qu'elle est probablement initiatrice de beaucoup de modifications sur l'usage des plages. On s'aperçoit que les gens, malgré tout, ont un peu oublié ces gestes sur la plage, et qu'il n'est pas inintéressant de réfléchir à des plages différentes demain, des plages thématiques, des plages un peu de distanciation. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester. Alors ça, c'est une décision ce 1er août du chef de l'État. On va voir ce qu'en pense Sylvain, qui nous appelle de Pau. Bonjour Sylvain. Allô, bonjour. Bonjour Sylvain, vous êtes à Pau. À partir du 1er août, il a dit, le chef de l'État, hein, ça vous convient ou pas pour les masques dans les lieux publics fermés, clos? Oui, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, pourquoi pas? Je pense que la vague est passée. Il n'y a plus de virus qui circule réellement en France. Donc cela aurait dû être fait en mars, quand la saison était propice à sa propagation. Maintenant, on se demande un peu pourquoi en plein été. Pourquoi en plein été? Pourquoi pas tout de suite? C'est ça aussi? Beaucoup disent ça aurait pu être fait dès maintenant, cette obligation. Non, moi, je pense... Par contre, j'ai entendu que dans les cinémas, il n'y avait pas de port de masque. Et là, on peut se demander pourquoi. Puisque on sait que par la clim, le virus peut se répandre. Et en plus, on ne bouge pas, on ne mange pas spécialement. Donc, je pense que le masque ne serait pas trop embêtant dans un cinéma. Merci beaucoup Sylvain pour cette réaction. 0826 300 300. Je crois qu'on a Alexandre aussi qui est dans la Drôme. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Oui, écoutez, bonjour. Vous l'avez trouvé comment sur ça, Emmanuel Macron, hier, par exemple? Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, d'habitude je date. Ok, j'ai fait partie des premiers dès le début des Gilets jaunes. Que j'ai suivi, que j'ai aidé. Enfin bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc d'habitude je date. Là j'ai regardé exprès. Allô? Oui, on vous écoute, Alexandre. On est à la Grande Motte, on est dehors, il y a du vent, donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Non. Il a été interviewé donc, par deux personnes qui l'aiment beaucoup, avec des questions de journalistes pour les journalistes, pour que l'on puisse commenter. Rien de concret à part le port du masque. Écoutez, je vais venir juste sur le port du masque. Je pensais intervenir sur autre chose, mais bon, trop compliqué, sur les violences. Mais je vais intervenir sur le port du masque. Rapidement, Alexandre. Rapidement. Je suis dans la Drôme. Depuis 2 semaines, il y a énormément de touristes. Grignans, c'était plein à craquer il y a 2 semaines. Des Allemands, des Suisses, je ne vois. Beaucoup de Français. Impossible de s'arrêter.
donc tellement il y avait de monde, je voulais juste aller à la poste, moi. Et personne ne portait de masque. Vous allez dans l'intermarché de Grignan ou l'intermarché de Valréas ou le centre Leclerc. Il y a presque personne qui porte le masque. Moi, j'ai le masque, j'ai du gel, j'ai des gants, j'ai ma fille qui est infirmière à Genève, et je peux vous dire que même à Genève, contrairement à ce que vient de dire le précédent auditeur, ça redémarre. Ça redémarre beaucoup plus fort en France et ça redémarre à Genève. Donc soyons prudents, et ce masque, on en pense qu'on en veut, on est pour, on est contre, mais pour l'instant c'est le seul outil nécessaire et utile pour pouvoir passer cet épisode. Alexandre, on vous embrasse du côté de la Drôme et de Grignan. C'est sublime Grignan, allez-y évidemment, mais avec un masque dans la voiture. On n'aura pas le temps d'y aller cet été, mais promis on ira les étés prochains. On va continuer nous cette route de l'été, et je vous le disais, on va parler aussi d'environnement, et on est avec un jeune homme qui s'appelle Maxime Duopa et qui va nous parler de la protection des tortues. Il a un très beau t-shirt, si vous allez sur YouTube, sur la chaîne YouTube, vous verrez, moi je veux le même. C'est un bassin d'acclimatation des tortues pour sensibiliser au respect de la mer. C'est quoi ce bassin, Maxime? Alors, du coup, les tortues marines sont récupérées donc par les pêcheurs au large de la Grande Motte et de la côte méditerranéenne en général, sont récupérées dans notre centre de soins, soignées quand il le faut. Et du coup, avant le retour à la mer, on les met dans un bassin de réacclimatation, qu'elles réapprennent à nager, on va dire, qu'elles se nourrissent toutes seules. Et ensuite, le but final, évidemment, c'est de les relâcher au large, directement en mer, et qu'elle retrouve la Grande Bleue pour toujours. Ouais, alors on va marquer une courte pause, on va en parler dans un instant, on va continuer, on va parler voile aussi, on va parler de l'architecture de la Grande Motte avec nos invités. Je vais vous libérer, monsieur l'adjoint au maire, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses, et puis vous avez des très beaux masques, la Grande Motte également. On va repartir avec, si vous le voulez bien, pour pouvoir continuer notre route. On va marquer une courte pause, on va s'intéresser à cette question des fonds marins et de ces tortues, mais pas que. Il y a la voile aussi, les bateaux, et puis l'architecture de la Grande Motte. C'est on va dire le dernier gros quart d'heure qu'on va passer ensemble ici à la Grande Motte. On est sur la terrasse du restaurant le 140 au bord du port de la Grande Motte. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. C'est Sud Radio.